Salut à tous! Aujourd'hui, on va faire une vidéo parce qu'on me pose souvent la question, j'ai mal, est-ce que c'est grave ou pas? Que ce soit un mot de tête ou que ce soit très physique, je vais essayer d'y répondre. Parce que bien souvent, on se sent seul. Je sais que tu te sens seul face à ta douleur et que tu n'es pas compris. Et forcément, quand tu te sens seul, tu es perdu. Et je vais essayer de faire de cette vidéo pour t'aider, d'accord? Ce qui est important, même si on te traite de fou, ta douleur, elle est réelle. Elle est réelle. Tu ne l'inventes pas. D'accord? Quoi qu'il en soit, cette vidéo, elle est faite pour un complément. D'accord? Elle ne remplace jamais un examen avec un médecin. D'accord? C'est juste si tu as vu plusieurs médecins et chirurgiens et que tu as des doutes. D'accord? Peut-être certaines personnes qui ont quelques connaissances et qui veulent rafraîchir leurs connaissances, peut-être que ça les aidera aussi. Voilà. Allez, on passe à la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton cerveau reçoit un paquet d'informations. Et il fait le tri. S'il ne fait pas le tri, on deviendrait complètement fou. C'est pour ça que tu ne sens pas, par exemple, je ne sens pas ma chemise quand je suis en train de te parler. Et c'est pareil, tu ne sens pas tes pieds parce que je suis en train de parler. Sauf quand je suis en train de te le dire, là, tu es en train de mettre de l'attention dessus. D'accord? Donc en fait, quand tu reçois un signal, par exemple, je te pince comme une douleur, le signal va remonter vers des petits câbles électriques jusqu'à ton cerveau. Et c'est ton cerveau qui va analyser la chose et qui va se dire est-ce qu'il y a une douleur ou non. Ce que je vais te dire est peut-être le plus important et je vais te l'expliquer, c'est que la douleur, elle n'est pas corrélée avec la gravité de ta blessure, de tes lésions tissulaires, on appelle ça. Je m'explique. Tu peux avoir une grande coupure, une grande lésion avec pratiquement pas de douleur ou très peu ou zéro. Et à l'inverse, tu peux avoir une petite blessure, une toute petite blessure, voire rien du tout, pas de blessure, avec d'horribles douleurs. Je vais te donner deux exemples extrêmes pour te faire comprendre. Une surfeuse Hamilton qui s'est fait manger le bras par un requin. Elle a réussi à gagner la plage et elle ne s'était même pas aperçue qu'elle avait perdu son bras. Donc elle n'avait pas de douleur. Pourtant, elle avait plus de bras. À l'inverse, quelqu'un qui avait marché sur un clou, il avait d'horribles douleurs. On arrive aux urgences, on lui enlève sa chaussure et on s'est aperçu que le clou était passé entre les orteils. Donc ça veut dire qu'il avait d'horribles douleurs. On n'arrivait même pas à le soulager alors que le clou était passé entre les orteils. Donc il n'y avait pas de blessure. Et moi, ça m'est déjà arrivé un truc comme ça. Je me suis pété le bras. Ma sœur, me rappelle, me disait, ah ben tu peux bouger le bras? Ah ben ouais, nickel, je peux bouger hein, le bras. Hein. J'avais une patate comme ça, mais c'est pas grave. Et du coup, ça allait bien. On a quand même eu le doute. Plus tard, on m'a amené le docteur qui était dans les montagnes au ski et il m'a fait une radio. Et là, je vois l'état de mon bras, des fractures déplacées et tout. Là, j'ai dit, mais ça, c'est pas mon bras, ça. Et si. Et c'est à partir de quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les imageries, que j'ai commencé à avoir mal. Le cerveau, attention, on ne peut pas résumer tout ce que je viens de te dire à la douleur, mais c'est pour te faire comprendre certaines choses, d'accord? C'est surtout ce que je veux que tu comprennes, c'est que la douleur, elle n'est pas corrélée avec une gravité, d'accord? Elle n'est pas corrélée avec l'état de tes tissus, malheureusement. J'ai fait une vidéo beaucoup plus approfondie sur pourquoi j'ai mal et comment je peux aller mieux. Je te mettrai le vidéo dans la description, d'accord? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on fait beaucoup d'imagerie, énormément d'imagerie, et qu'on a, malheureusement, l'imagerie, on ne peut pas mesurer la douleur. On ne peut pas ressentir ce que tu ressens. Ça reste que des imageries pour, normalement, exclure une forme grave, comme une tumeur ou une queue de cheval, mais surtout aussi pour répondre à une hypothèse, confirmer une hypothèse. Normalement, ton médecin, il doit faire une hypothèse de diagnostic, c'est-à-dire qu'il a fait des tests chez toi et dire, par exemple, en haut, hypothèse de sciatique filaire L5, trajet complet, sans altération neurologique. Exemple. Donc, c'est-à-dire que tu as un trajet dans ta fesse complet qui va jusqu'à dans ton orteil. Et là, il te dit, je suspecte ça. C'est l'hypothèse. Qu'est-ce qu'il va faire ton radiologue? Eh bien, il va mettre toutes ces imageries beaucoup plus affinées sur L5 pour que ce soit le plus précis possible à cet endroit-là. D'accord? Parce que bien souvent, je les regarde les imageries. Qu'est-ce qui a marqué en haut? Lombalgie ou truc très général.
douleur de dos. Là, qu'est-ce qu'il fait le radiologue? Ben malheureusement, il ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire déjà une imagerie qui va être générale et pas précise. Et il va décrire tout ce qu'il voit. Le seul souci, c'est quand il décrit tout ce qu'il voit, c'est comme quand il y a, par exemple, la police qui a un accident. Il y a un accident, des voitures. On enlève toutes les voitures, d'accord? Et là, le policier décrit tout ce qu'il voit. Il y a une rambarde qui est cassée, il y a des traces de freinage, il y a tout ça et ça. Mais est-ce que la trace de freinage, elle est d'un ancien accident? Est-ce que c'est vraiment l'accident? Est-ce que la rambarde qui est abîmée, c'est peut-être un vélo qui est abîmé ou un camion, mais ça n'a rien à voir? Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ça peut être une cohérence ou pas du tout. En plus de ça, on met beaucoup le dos sur les hernies, les protrusions, les rétrécissements foraminales, les rétrécissements canalaires, l'arthrose, etc., qui sont des remaniements vertébraux. On leur dit que c'est la cause des douleurs, mais ça c'est faux. Et ça, on l'a prouvé depuis 2014-2015, quand quelqu'un a fait des imageries sur des individus sains, ils avaient les mêmes choses. Ils avaient des remaniements vertébraux aussi. Donc on a dit que c'était des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est comme les maux de tête. Les maux de tête, les facteurs de risque, c'est quoi? C'est le stress et le sucre. Est-ce que tous les gens qui bouffent du sucre ont des maux de tête? Bien sûr que non. Est-ce que tous les gens qui sont stressés ont des maux de tête? Bien sûr que non. Est-ce que tous les gens qui fument ont des cancers? Bien sûr que non. Une maison qui est équipée hyper technologie pour le cambriolage et une autre qui n'a pas du tout de technologie et qui même que la porte est ouverte, est-ce que c'est elle qui va se faire cambrioler? Bien sûr que non. Donc on met des hypothèses. Ça reste qu'une hypothèse. Que ça peut être un facteur de risque. Que tu peux te blesser plus régulièrement. C'est possible. Est-ce que c'est une certitude? Bien sûr que non. Ça se trouve, ton hernie, tu l'avais bien avant d'avoir mal. On n'en sait rien. Et en plus de ça, il y a des gens qui n'ont rien aux images. Absolument rien. Et qui ont mal de partout. Par contre, c'est bien plus néfaste. Et ça, on s'en rend pas compte et on ne met pas assez le doigt dessus. De se dire, j'ai mon hernie, j'ai mon arthrose. Du coup, ça va frotter contre les os. Ça va me toucher mon hernie, mes nerfs. Et du coup, je vais avoir mal toute ma vie. Ou je fais un faux mouvement. Quelqu'un qui te fait peur. Fais un faux mouvement. Vous allez finir paralysé. Ou quoi qu'il arrive, vous allez vous allez faire opérer. Parce que si vous tombez, vous risquez d'endommager les tissus. Vous risquez de faire ça. Mais on vit dans un monde de peur. C'est un truc de malade. Et la peur, je suis désolé, mais elle fait vendre. Eh oui. Exemple. Si je mets dans on va dire sur une route, je mets plusieurs personnes qui s'embrassent. Un truc, on va dire, gai, joyeux. Et une autre route, je mets un accident. Malheureusement, c'est-à-dire que sur le côté de la route, je mets les amoureux et l'autre, je mets les accidents. Ben, les gens vont regarder l'accident. Et même créer des accidents sur des accidents. C'est pour ça qu'aux informations, il y a beaucoup de choses qui font peur. Parce que ça fait vendre. Malheureusement, ils le savent en plus les journalistes. S'ils mettent que des trucs positifs, dynamiques, qui nous feraient du bien, il y aurait moins de monde qui le regarderait. Et ça, c'est vrai. Même si tu dis non, 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 je te jure que c'est vrai. C'est que non, tu n'es pas foutu. Non, tu n'inventes pas ta douleur, tu n'es pas fou. D'accord? Par contre, à toi de prendre conscience que ils sont en train de te dire des choses qui sont pas forcément vraies, qui te font peur, qui t'arrangent pas ta situation. Mais ça, ils s'en rendent pas compte. Se dire, ok, est-ce que je peux leur prouver le contraire? Parce qu'il y en a un paquet, je te le garantis, qui ont évité les opérations et qui on leur dit qu'ils étaient condamnés. Il y a un paquet de gens qui sont en phase terminale et qu'on leur dit, vous êtes morts, je vous donne 6 mois et qui sont encore en vie. Attention, on ne peut pas résumer tout à ça, mais il faut aussi le prendre en compte. Il ne faut pas prendre en compte que tous les gens qui sont condamnés et même des gens qui sont foutus parce qu'ils ont fait plein de choses et sont encore dans la merde. Parce qu'on leur fait peur aussi à ces gens de personnes. On les condamne aussi. Ça ne fait pas tout. Je suis d'accord. Mais par contre, ça y joue énormément. Et ça s'appelle le placebo. Le placebo, c'est je donne un médicament. Il n'y a absolument rien dedans. Mais je donne aux gens et ils vont aller mieux. Et le nocebo, c'est l'inverse. C'est je donne un médicament. Il n'y a rien dedans. Et je dis que ça va donner plein d'effets secondaires. Les gens vont avoir les effets secondaires. Et quand quelqu'un te fait peur et te dit
vous allez avoir mal toute votre vie, c'est un nocebo. Ça, on s'en rend pas compte, on met pas le doigt dessus, mais c'est bien plus néfaste sur notre santé. D'accord? Donc, c'est mon devoir de te le dire. Ok? Et à toi d'en douter et de créer de te créer le doute, en fait. Ok? Si tu veux une vidéo sur les croyances limitantes, les choses qui nous font douter, je te mettrai le lien en bas. Ok? Tu dois te demander, mais c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar. Ok? Je suis kiné-ostéopathe. Je soigne les gens qui ont des douleurs de dos, qui ont tout essayé. Ok? Afin qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. Avant que je commence, je vais le répéter parce que c'est important de le répéter parce que même quand je me répète, il y a des gens qui me disent tout le contraire. Cette vidéo ne remplace pas une consultation médicale. Elle est là en complément si tu as un doute, d'accord? Pour te rassurer. Ok? Et ta douleur, elle n'est pas corrélée avec la gravité de tes tissus. C'est pas parce que tu as très mal. Je comprends que c'est casse-bonbon quand tu as très mal. Mais c'est pas parce que tu as très mal que c'est grave. Ok? C'est pour te rassurer. J'ai vu même, c'est ultra méga rare. Mais ça m'est arrivé qu'une personne qui n'avait pas mal, qui avait perdu la sensibilité d'un certain endroit et qui avait son pied qui ne marchait plus, c'est-à-dire qu'il n'avait plus de force, il n'arrivait pas à lever le pied. Ça, c'est un peu plus grave, c'est une urgence opératoire. C'est très rare. D'accord? Je vais te donner des petites clés pour justement te dire, ben en fait, je ne l'ai pas. Ça me rassure. Ou si je l'ai, ben c'est pas grave. Il y a des solutions. Tu vas aux urgences vite et on règle le problème, c'est en ambulatoire, c'est rapide. Ok? Donc là, je vais pas faire un cours de sémio médical, d'accord? Parce que d'une, j'ai pas les épaules, mais je vais te donner des bases. C'est important, ok? Parce que déjà, si je ferais un cours de sémio, je pense qu'il y en aurait pour 10 heures. Je vais essayer de le rendre le plus condensé possible et le plus simple possible pour que ça soit le plus abordable à tout le monde, d'accord? Donc pour moi, un des signes qui est un des plus graves, ça reste moi, mon point de vue, d'accord? C'est tout ce qui est urinaire et défécation. Ça veut dire que quand tu n'arrives plus à uriner et déféquer, là, tu dois prendre un avis médical très rapidement. D'accord? C'est-à-dire, par contre, je mets un bémol parce que je l'ai déjà eu. Dire, ouais, mais moi, ça fait une semaine, c'est grave. Mais ça fait combien? Généralement, vous allez à la selle tous les combien? Ah ben, moi, une fois par la semaine. C'est-à-dire que si déjà t'es constipé et que tu vas pas déféquer, c'est pas forcément un symptôme, tu vois ce que je veux dire? C'est si tu vas 3 fois par jour ou tous les jours et que ça fait une semaine et que tu as des douleurs et que tu as une perte de force, là, j'ai envie de te dire, peut-être qu'il faudrait que ton médecin, il a pas tout regardé. Il faudrait peut-être que tu ailles aux urgences. Tu comprends le truc? C'est plein de paramètres qui font que il faut que tu y ailles. Mais pour moi, l'urinaire ou la défécation, c'est-à-dire que tu as difficulté à uriner depuis que tu as des douleurs dans le dos, tu as du mal, il faut que tu pousses. Et que même pareil pour faire caca, c'est pareil. Attention, c'est pas la douleur qui t'empêche de faire caca. Hein. D'accord? C'est que tu y arrives, mais même si ça te fait mal. D'accord? Parce que des fois, en poussant, il y a des gens qui ont mal au dos. Ça n'a rien à voir. Ok? Petite chose, je ne suis pas médecin, donc je ne fais pas de diagnostic. Même si je sais à peu près à quoi je pense quand je dis des choses, je suis juste là pour te dire les symptômes. Est-ce qu'ils sont graves ou pas? Ok? C'est le médecin qui fait un diagnostic. Ok? Je parlerai des maux de tête après, mais là, je parlais de la perte de force. La perte de force motrice. Ce qui est important et que tu comprennes, je vais te l'imager pour te faire comprendre. On a notre cerveau, d'accord? Notre cerveau, c'est EDF. C'est celui qui reçoit et qui produit l'énergie. D'accord? Notre colonne que tu as dans le dos, c'est notre compteur électrique qu'on a dans la maison. D'accord? Donc ça veut dire que EDF envoie l'électricité à notre compteur électrique dans notre maison. Et à partir de là, chaque étage, chaque compteur électrique va mettre, les petits câbles vont arriver soit dans la prise de la cuisine, soit dans la salle de bain, soit l'éclairage, soit etc., etc. Tu m'as compris. Et c'est pareil dans ta colonne. Chaque petit étage, il y a des petits nerfs qui sortent et qui vont innerver soit la peau, soit les organes, soit les muscles, etc. Soit même l'artère. Pour te faire comprendre le lien, le truc le plus connu, c'est l'infractus. L'infractus,
C'est, généralement, on a des signes avant. C'est je sollicite mon cœur parce qu'il y a une pathologie, quelque chose de... Mais vu que j'ai pas vu mes symptômes, généralement, c'est j'ai des sueurs d'un coup sans savoir. Sueur, grosse transpiration. Je suis très essoufflé depuis très récemment. C'est-à-dire que depuis quelques jours, je monte les escaliers, je suis en... Ah, je respire pas, j'ai du mal. Je peux même avoir des brûlures d'estomac en plus. J'ai une toux très sèche. Ça, c'est plusieurs trucs. Attention, ne te dis pas, j'ai une toux sèche, ça y est, j'ai un infarctus. Non, 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 non. Faut avoir tous peut-être ses composantes, ok? Et au pire, si tu as un doute, tu vas voir le médecin. Mais l'infarctus, celui qui va faire ça, il va solliciter son cœur, d'accord? Et à un moment donné, il va avoir soit une douleur dans la poitrine, soit ça peut être une douleur dans le bras, même dans la gorge, d'accord? Pourtant, la plainte vient du cœur, mais la douleur, elle peut aller dans le bras. Pourquoi? Eh bien, c'est par rapport quand on reçoit énormément d'informations. Il y a énormément d'informations qui viennent de ton cœur jusqu'à ton cerveau, tellement que ça déborde. Ben en fait, le cerveau ne sait pas si ça vient du cœur ou ça vient du bras. Et c'est un peu pareil avec nos douleurs projetées. Que ça peut être, par exemple, j'ai une douleur qui peut arriver dans le genou quand j'ai mes règles. C'est complètement loufoque, mais quand j'ai mes règles et mes douleurs qui viennent, il y a des personnes qui peuvent arriver à avoir une douleur uniquement dans le genou ou se majorer dans le genou. Généralement, c'est le genre de douleur qui, elle va avoir peut-être un peu de douleur mécanique dans le genou, mais des fois, ça va avoir une douleur sans prévenir. C'est-à-dire qu'elle fait rien et d'un coup, elle a mal. Elle est dans son lit, elle bouge pas, elle a mal. Ou même, elle fait un repas prolongé, c'est catastrophe, son genou, ça empire. Ça peut être ce genre de choses. Et quand elle a ses règles, là, c'est la catastrophe, son genou, il peut avoir plus mal. Donc, je voulais pas parler de ça, mais écoute, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas, voilà, le but c'est que tu trouves des solutions par rapport à tes règles douloureuses. Il y a toujours des choses à faire, pas forcément que des médicaments. Je vais te parler d'un cas qui est rare, mais que ça arrive, d'accord? C'est quand l'hernie vient comprimer le nerf. C'est ultra rare. C'est, je sais pas le pourcentage, je me rappelle plus des chiffres, malheureusement, je les ai pas tout en tête, mais ça arrive pas souvent, ok? Et ce qu'il faut comprendre, c'est un truc. C'est que là, dans ta colonne, là, on va dire que là, tu as les petits disques, là, les petits os de ta colonne. Et derrière, le câble électrique que je te parle, là, il passe ici, jusqu'à ton cerveau. Ok? Quand tu as l'hernie, c'est-à-dire le petit bombement du disque, qui peut aller en direction, parce que ça se trouve, il peut sortir sur le côté, il peut sortir derrière, il faut vraiment qu'il sorte pile sur le nerf. Donc, il faut que... Malheureusement, cette fois, tu n'as pas de chance. Ce qui est important, c'est que dans les câbles électriques, tu as le premier qui est le plus devant, c'est le câble sensitif. Je le touchais. Je me touche superficiellement. Ça va à la commande sensorielle par ce petit câble qui est devant. Et le câble qui est derrière, c'est tout ce qui est moteur. D'accord? Donc quand tu as une hernie qui est compressive, d'accord? En premier, tu vas avoir des symptômes sensoriels. D'accord? Mais le plus grave, c'est quand ça touche le moteur. D'accord? Donc déjà, quand tu as des pertes sensorielles, il faut déjà que tu ailles voir ton médecin. C'est pas grave, mais après c'est selon le médecin, le chirurgien qui t'opère. Après tu peux faire de la kiné, tu peux faire de l'ostéo, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux aller voir un coach mental, tu peux faire tout ce que tu veux, la bouffe. Il y a plein de choses que tu peux axer. Ne reste pas sur un axe. J'ai fait une vidéo pourquoi j'ai mal. Si ça te permet d'avoir plusieurs idées, tu regardes ça, d'accord? Ce qui est important, c'est que normalement, le chirurgien, normalement, c'est de la théorie, après c'est toujours du cas par cas, mais normalement, ils opèrent les hernies qui sont compressives, qui sont d'urgence, qui ont des pertes de force, avec une perte totale et des fois partielle, ça dépend du chirurgien, en fonction de la sensibilité. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que tu peux avoir une perte de sensibilité, d'accord, avec une hernie compressive, ça reste toujours rare, je suis d'accord.
mais avoir ta motricité normale. J'ai eu des patients comme ça, plein de patients. Et à l'inverse, une hernie compressive. Par contre, quand tu as une perte de force, généralement, tu n'as plus de sensibilité dans une certaine zone. D'accord? Donc là, je vais me répéter, c'est important. Quand tu as une perte de force, ce n'est pas la douleur qui t'empêche de bouger, c'est que tu as vraiment pas de force. Ton pied tombe, ton pied lâche. D'accord? Je vais te donner des exemples pour que tu puisses les faire. Idéalement, si tu le fasses avec quelqu'un. Et c'est encore mieux que tu le fasses avec ton médecin. D'accord? Parce que normalement, le médecin sait faire ça. Donc, on va commencer par tout ce qui est moteur, par le haut du corps. On va commencer par la tête. Le but, c'est de garder la résistance avec ta tête. D'accord? Tu ne dois pas bouger. Tu ne dois pas faire comme ça. OK? Hop, légère tension. Après, c'est les épaules. Tu dois monter les épaules vers le ciel. Tu dois être capable de faire ça. Pas ça. Parce que si tu fais ça, voilà. Là, c'est un signe d'urgence. Lever les épaules comme ça, tu peux mettre de la petite résistance. Ça peut te créer des douleurs, mais il faut que tu aies cette force de faire ça. D'accord? L'autre, c'est de plier les coudes. Tu dois être capable de plier les coudes, donc avec un peu de résistance aussi. Et à l'inverse, tu dois tendre le coude. Je tends le bras. Pas l'épaule, je tends vers le bras. Voilà. Après, l'appréhension de la main, c'est-à-dire je suis capable de tenir mes doigts. D'accord? Je suis capable de tenir mes doigts. Et à l'inverse, je suis capable d'écarter. Je écarte les doigts. J'ai de la résistance quand j'écarte mes doigts. D'accord? Spontanément, j'ai envie de te faire les touchés sensoriels, mais si tu le fais toi-même, tu es lésé. C'est quelqu'un d'autre qui doit te le faire. Et en plus, ça doit être des touchés très superficiels dans la peau. Je te les montre si c'était un professionnel. Je n'ai pas trop envie que tu le fasses toi-même parce que tu vas être... si tu te touches là, oui, je sens, ben ouais, tu sais à peu près où tu sens. Tu peux être biaisé par ton propre mental, ton propre conscience, d'accord? Il faut être très superficiel, hein. C'est pas en appuyant comme ça, hein. C'est vraiment à fleur de peau sur le... Non, là, je te montre, mais j'aimerais plutôt que tu le fasses avec quelqu'un ou un professionnel. C'est C2, C3, C4, c'est sur l'acromion, les petites bosses de l'épaule, là. Le V deltoïdien, ça fait un V comme ça. C2, C3, C4, C5, C5. Important, il faut le faire sur la peau, hein. Là, je te montre sur ma chemise parce que je suis un petit flemmard et j'ai pas envie de te montrer mes abdos qui sont magnifiques. Mais c'est sur la peau. Je reprends C5, C6 qui est là. OK. C7. Attention, il ne faut pas enfoncer le doigt parce que forcément, là, c'est pas de la sensibilité superficielle. Hein, d'accord? C8 et D1. D1, c'est dans le creux ici du coude. Bon, après, je pense que tu as des vidéos beaucoup plus détaillées. Si tu es un professionnel, je pense que là, je te les montre un peu comme ça pour t'en rappeler. Ça fait toujours du bien. Mais c'est au-dessus du coude à l'intérieur. D1. Là, on va retrouver les jambes, le bas du corps, d'accord? Donc là, le but, c'est de lever la cuisse. Tu dois être capable de lever une cuisse comme ça, d'accord? Mettre de la résistance. Ok, tu fais de l'autre côté. Je lève la cuisse, je suis capable. Je suis capable de serrer mes poings. Ok? Je suis capable de remonter comme ça. Hop. Je suis capable de faire ça. Je suis capable de lever mes orteils. Je suis capable de faire ça. Là, le signe, c'est genre, je lève un pied, mais l'autre, ça se lève pas. Et de se mettre debout. Attention, je te conseille de mettre contre un mur, d'accord? D'accord? Et tu te lèves sur la pointe des pieds. Tu es capable de faire des petits pas. Montre de dos. Tu es capable de faire des petits pas comme ça. Sur la pointe des pieds. Une autre variante de celle qui est de faire ça là, si tu as un doute, c'est de pouvoir faire comme une flexion avec les jambes, mais sur une jambe. C'est-à-dire que tu peux te mettre comme ça, hop, pardon, et je te conseille d'utiliser les deux jambes. C'est-à-dire que celle-là, je vais l'alléger, mais je vais devoir plier, je vais devoir plier comme ça et monter, d'accord? Donc si tu es capable de la faire, tu es capable de le faire aussi avec une jambe, hop, comme ça. D'accord? Je te conseille de le faire avec quelqu'un, de t'aider, même mettre les mains sur une chaise. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et ça évite les problèmes, surtout quand tu as des douleurs, que tu ne tombes pas et que c'est pas le but de la vidéo. D'accord? Donc tiens-toi les mains de quelqu'un ou sur une chaise pour que tu puisses le faire.
si ça peut te rassurer. Voilà, mais je répète, fais-le avec un professionnel. Je te montre tout ce qui est sensoriel, d'accord? Normalement, c'est dans l'aine, Il faut enlever la ceinture, il faut enlever le pantalon, d'accord? L'aine, on touche superficiel. En comparant, on compare toujours, hein, superficiel. Ça, c'est D12, L1, L2, L3. Après là. L2, pardon, L3, L4, qui est presque proche de l'insertion où il y a le petit quadriceps, là, juste à côté, et L4 un peu plus sur le côté. D'accord? Et S2, attention, hop, S2 c'est sur l'extérieur. Le dernier os qui est sur le côté là, on appelle le métatarse, c'est sur le bord inférieur, le bord externe. Hop, ça c'est S1. Et S2, tu peux l'avoir à l'intérieur de la chaussure. Bien sûr, il faut enlever les chaussures, d'accord? Je te montre pas, mais tu m'as compris, il faut enlever les chaussettes. Hein. Il faut comparer superficiellement. Je suis tout doux et je compare des deux côtés. Tac. Hop. Donc S2, S1, L5 sur le côté, un peu plus à l'intérieur, L4, L3 à l'intérieur, pardon. L4 un peu plus externe ici. Et à l'aine, L1, L2. Ok? Voilà, j'espère que ça t'a plu. Pour les maux de tête, ce qui est important, c'est surtout que ton mot de tête, il est inhabituel. D'accord? Si c'est pas que le mot de tête comme d'habitude, c'est vraiment différent, c'est vraiment bizarre. Là, je t'invite à consulter. C'est pas grave, même si c'est la première fois que tu as mal à la tête, va voir un médecin. C'est pas grave si c'est rien. Tu as vu le médecin, ok? Surtout si tu as eu un trauma, si tu es tombé sur la tête et que tu as mal à la tête, va voir encore plus le médecin, ok? Si tu as des vertiges, tu as de la nausée, tu as des acouphènes, tu as de champ de vision qui change, c'est-à-dire que tu vois de plus en plus flou. Là, et le dernier symptôme, c'est la raideur de la nuque. C'est-à-dire que tu as mal à la tête, tu as tout ce que je t'ai dit, et tu as la tête qui est hyper raide. Et d'ailleurs, tout ça, c'est des symptômes. Va aux urgences. Là, je t'ai mis les symptômes les plus graves du monde, d'accord? Après, tu peux avoir juste des vertiges. Et parce que dès que tu te lèves, ça peut être des cristaux, qu'on appelle ça. Ok, c'est des vertiges positionnels, on appelle ça. C'est-à-dire tu te redresses et là, tu as la tête qui tourne. Ça n'a rien à voir. C'est moi, je te dis, si tu as des maux de tête inhabituels, tu as des vertiges, tu as fait un trauma. Bon, le trauma, après, c'est pas grave si tu n'as pas fait de trauma, mais ça peut arriver sans trauma. Maux de tête inhabituels, tu as des vertiges, tu as la vision qui change. Et en plus, tu as la raideur de la nuque. Là, va aux urgences. D'ailleurs, il y a eu un cas, ça a fait beaucoup polémique. C'est une dame qui avait pu appeler plusieurs fois les urgences. On ne l'a pas envoyé des urgences, elle a fait une méningite. Parce qu'on ne l'a pas posé, je pense. Alors attention, je sais que les gens sont surchargés, sont surmenés, on les tire sur la corde. Forcément, quand il y a plein de personnes qui appellent et qui sont des fois qui appellent pour rien, je peux comprendre que tu es un peu dubitatif, mais il y a eu un problème de questionnement. La personne, elle n'a pas posé la question que est-ce que vous avez un maux de tête inhabituel? Est-ce que vous avez un trauma? Non, ok, vous n'avez pas eu de trauma, mais vous avez un maux de tête inhabituel. Vous avez une raideur de la nuque. La nuque qui est impossible. La raideur de la nuque, c'est que je ne suis pas capable de bouger la nuque. Ou très très raide, quoi. D'accord? J'ai des maux de tête, j'ai une raideur de la nuque, et en plus, elle disait qu'elle avait une perte de sensibilité, elle sentait plus sa main. D'accord? Là, c'est urgence. Malheureusement, elle n'a pas pu. Elle est décédée. J'en suis triste pour elle. Mais il faut que ça serve de leçon pour tout le monde. Pour les employés, pour les gens qui travaillent. Je sais que c'est une catastrophe. Je ne sais pas si cette famille verra cette vidéo. Je suis vraiment désolé pour eux. Mais je sais que la personne en tout cas, je pense, qui a répondu au téléphone et qui a dit non, je vous emmène pas aux urgences. Je pense que là, il va avoir un sacré fantôme. C'est horrible là aussi dans cette situation à lui. J'en suis désolé pour la famille. Par contre, juste, prends conscience de ça pour toi, mais ça aussi, ça peut te servir pour tes enfants ou tes futurs enfants ou même des amis, d'accord? Ça, c'est des trucs importants. Je vais te dire aussi la différence que tu as entre un AVC et un mot de tête, un mot de tête avec aura. Souvent, on les confond,
mais c'est deux trucs différents. L'AVC avec aura, d'accord? C'est tout arrive en même temps. C'est en d'un coup, d'accord? C'est le mot de tête, souvent quelque chose d'hémiplégique, donc ça veut dire que d'un côté. Perte de sensibilité, la voix qui peut changer, la vision qui peut changer d'un côté, le perte de parole, je sais pas si je l'ai dit, mais je le redis. Ça arrive tout d'un coup, ça. D'accord? Et de plus en plus fort même, des fois. Le mot de tête avec aura, migraine avec aura, c'est les événements arrivent pas tous en même temps. Et bien souvent, quand un arrive, l'autre part. Ça veut dire que je peux avoir un trouble de vision avec peut-être même des flashs dans l'œil. Je peux avoir mais quand celui-là disparaît, je peux avoir une perte de sensibilité. Quand la perte de sensibilité arrive, ben, des fois, je peux avoir trouble sensoriel dans la main ou autre chose. Ça dépend. C'est compliqué parce qu'on a tous les symptômes qui sont différents en fonction de chacun. D'accord? Ça se ressemble beaucoup. Mais le truc avec aura, t'as le mot de tête, mais d'un coup, le symptôme, il change. Et souvent, en 24 heures, 48 heures, ça part. Ok? C'est la grande différence entre les deux. Bien sûr, quand tu as de la fièvre, que ça soit dans n'importe quelle chose, va consulter. La fièvre, tu dois avoir un contrôle médical. Il faut poser beaucoup plus de questions parce que juste une simple fièvre, ça peut être autant viral. Mais la différence quand tu as une fièvre, alors même ça reste toujours la théorie, attention, des fois il y a des cas c'est inverse. Mais quand tu as une fièvre virale, ta fièvre elle va monter et un coup tu vas être un peu mieux. Ça fait un peu comme ça là. Tu es un peu mieux. Quand tu as la grippe, tu es mieux. Et puis après, d'un coup, c'est catastrophe. Tu as envie de coucher, tu es au fin du seau, tu as des courbatures et tout. Et après, tu es un peu mieux. Puis, c'est catastrophe. Que quand c'est bactérien, infectieux, là, c'est constant et c'est même de pire en pire. L'infection de pire, tu es de plus en plus mal et c'est constant et même ça va de plus en plus fort la fièvre. D'accord? Et après, quand tu es mieux, forcément, ça diminue. Mais ça, c'est les deux grandes différences entre les deux fièvres. Quoi qu'il en soit, je te conseille d'aller voir le médecin parce qu'il faut beaucoup plus de questions pour ce rapport à ça. Voilà. Surtout si tu as une fièvre avec un maux de tête inhabituel et d'autres symptômes, consulte encore plus rapidement. La dernière chose, c'est, j'aimerais parler du rein. Voilà, le rein, on peut avoir des douleurs dans le dos. Le rein, il est en dessous, à peu près entre les dernières côtes et les lombaires. D'accord? Il est un peu en milieu. Hein. Il est derrière. Hein. Il est derrière. Il n'est pas en bas du dos comme beaucoup de personnes pensent. Hein. Il n'est pas là en bas du dos. Il est presque aux deux tiers, on va dire, du tout le thorax entier. Les symptômes rénaux, bien souvent, attention, tu peux avoir une douleur dans le dos, mais la douleur dans le dos, elle n'est pas la même. C'est une douleur que tu vas avoir plus au repos, inflammatoire. La douleur qui est dans la zone que je t'ai dit, ou des fois ça peut être dans l'aine, des projections dans l'aine. Cette douleur, tu vas l'avoir que quand tu ne bouges pas. Et par contre, quand tu vas bouger, ça va te faire du bien. D'accord? C'est souvent accompagné, très très souvent, normalement c'est accompagné par des symptômes urinaires. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus aux toilettes faire pipi. Des plus petits pipis. Des fois, ça peut amener même des brûlures que tu avais déjà avant, ou même peut-être des fois des saignements dans certaines... quand tu urines, ok? Attention, c'est toujours, moi je suis là pas pour te dire, je suis juste là pour te dire les symptômes, d'accord? Pour faire un diagnostic, c'est le médecin, d'accord? Là, quand tu as une douleur de ce type, c'est-à-dire que ça te gêne, mais pas quand tu bouges, hein. La douleur mécanique, ça n'a rien à voir. Si tu as une douleur quand tu bouges, ça te fait mal, ou quand tu te redresses, quand tu te lèves, quand tu as longtemps dans une position, mais tu te redresses, ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Il faut une douleur qui est inflammatoire dans le bas du dos, là où je t'ai montré, ou dans l'aine. C'est-à-dire que tu as besoin, quand tu bouges, tu es mis, hein, et que tu as des troubles urinaires, que tu vas faire beaucoup plus uriner d'ici. Ça fait 2-3 jours que tu urines vraiment beaucoup, en petite quantité, plein de fois. Tu as des fois des pertes de sang, tu as même des fois des douleurs, ou même des fois peut-être des démangeaisons, certains. Ça, c'est plus des troubles, d'accord? Là, c'est au médecin, ok?
ou urgence, en fonction de là où tu es et ce que tu peux faire. Idéalement, c'est mieux le médecin ne va pas encombrer les urgences pour ça. Tu as le droit de faire, même si normalement on n'a pas le droit de le crier tout haut, mais tu as le droit, le laboratoire est censé te prendre, tu peux faire une analyse d'urine sans ordonnance. Tu as le droit, parce que tu as des plaintes urinaires, et tu as, tu as le droit de dire que tu as une augmentation de fréquence urinaire et tu fais des plus petites... le laboratoire est censé t'accepter normalement. Donc tu peux faire ton analyse, l'amener au laboratoire et après voir le médecin. Comme ça, après, en fonction, c'est lui qui te donne un diagnostic, une confirmation de diagnostic, et en fonction, il te donne un traitement en fonction de l'analyse. Parce que si elle est négative, ça sert à rien de s'emballer. Il faut un diagnostic et une confirmation de diagnostic, toujours avec les examens complémentaires comme je t'avais expliqué. D'accord? J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. Ça me prend énormément de temps. J'adore le faire. J'espère que ça te fait du bien. Ça te fait prendre conscience des choses. Ça t'a appris des choses. Euh, Pense juste à mettre un tout petit pouce bleu. Ça te prend 10 millièmes de seconde. Ça me gratifie mon travail. Et ça permet d'aider énormément de personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Et des personnes surtout qui en ont besoin. D'accord? Je te laisserai deux vidéos si tu as envie de les voir. C'est pourquoi j'ai mal et comment je peux faire. Et si tu as une hernie, protusion, tous ces remaniements vertébraux, je te laisserai le lien si tu as envie de la regarder. Je te souhaite de passer une belle journée. On se retrouve sur les réseaux sociaux pour les autres. Et pense à t'abonner si tu as envie de plus de vidéos. Allez, ciao!